j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de moi, de mon parcours, mais aussi du fait que parfois, j'ai été une pigeonne sur le monde du travail. Et même si aujourd'hui, je sais négocier mon salaire, je donne des conseils en négociation de salaire, de fait de ne pas se faire avoir dans le monde du travail, eh bien moi, dans mon parcours, il m'est arrivé de me faire avoir, il m'est arrivé de me sentir comme une pigeonne, de me sentir lésée et d'être lésée très concrètement. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur cette partie de mon parcours pour vous dire que déjà, c'est pas une fatalité, c'est des choses qu'on n'a pas apprises et une fois qu'on les apprend, comme la plupart d'entre nous sont des très bons élèves, on applique et on réussit. Et la deuxième chose, c'est que vous avez les clés que pour mettre en place ces améliorations dans votre carrière et avoir des augmentations significatives. Moi, avec ces méthodes que j'ai mis en œuvre, mon salaire, il est passé de 1 600 € net à plus de 3 300 € net, sans compter les variables, sans compter pas mal d'avantages que je vous décrirai si ça vous intéresse un peu plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello Lionel, hello tout le monde. Bienvenue sur ce live du midi. Je suis pas souvent en live le midi, je suis plutôt une nana du soir, mais je suis ravie de vous retrouver ce midi puisqu'on va parler, donc comme je disais tout de suite, on va parler en fait un peu de mon parcours et du fait que parfois moi aussi j'ai été une pigeonne. En tout cas, c'est le titre que j'ai choisi de donner à cette vidéo parce que pourquoi j'ai mis une story sur Instagram et dans cette story je vous posais la question: est-ce que vous aussi ça vous arrive de vous sentir comme un pigeon, comme une pigeonne dans le monde du travail? Donc n'hésitez pas déjà à me dire dans le chat, si vous pouvez taper avec vos pouces, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir lésé, de vous sentir comme une pigeonne dans le monde du travail? Moi en tout cas, je peux vous le dire, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé pendant longtemps. Tout le début de ma carrière, en fait, quand j'ai commencé à travailler, donc moi j'ai commencé à travailler en 2010, ce qui ne me rajeunit pas, mais on assume notre âge. Oui, du coup j'ai du grave et j'ai des emojis qui me disent yes, mode pigeon, les oiseaux sont là. Eh bien, écoutez, moi aussi, ça m'est déjà beaucoup arrivé. Et pourquoi est-ce que ça nous arrive? Il y a plein de raisons qui expliquent cela, mais je vais d'abord partir en fait de mon expérience pour vous parler déjà de 3 souvenirs que j'ai et qui m'ont marqué en fait, je pense, pour toute ma carrière. Qui m'ont marqué pour toute ma carrière et qui ont servi, mine de rien, je pense que c'était des leçons, des passages par lesquels je devais passer pour comprendre certaines choses dans les mécanismes du monde du travail, qui m'ont permis après de mettre en place des actions sur ma carrière, qui m'ont permis ensuite, du coup, de plus être une pigeonne et d'apprendre à me faire respecter. Ah, il y a CCH qui me dit: j'ai mon entretien annuel demain. Ah, trop fort, trop cool. CCH, je t'envoie plein de good vibes et j'espère que tu vas avoir des enseignements, des clés mindset qui vont t'aider à aller chercher ton neuro-respect, comme dirait Maëva, demain. Ça marche? Donc, le premier souvenir que j'ai, c'est moi, j'ai commencé à travailler donc en 2010 et quand j'ai commencé à travailler, forcément, je commence à postuler et puis je vous disais, moi, je viens d'un milieu, en tout cas, où j'ai arrêté l'école au niveau BTS, donc Bac+2, pour ceux qui connaissent pas. Et à ce moment-là, j'avais aussi cette notion où je commence à chercher du travail, mais j'avais pas spécialement un gros réseau. Moi, ma mère était femme de ménage, mon père, il bossait dans le jardinage, donc j'avais pas vraiment de réseau pour me trouver un poste ou quoi que ce soit. Donc, je postule normalement sur plein de candidatures, etc. Et je fais des entretiens. Et à un moment donné, dans les entretiens que j'ai faits, je trouve une offre. Et à ce moment-là, j'avais quand même déjà 2-3 ans d'expérience. Donc, je commençais à plutôt maîtriser mon métier. J'étais pas non plus une junior, tu vois. Et donc, je vais à l'entretien. Donc, il y a déjà un premier entretien avec les RH qui se passe bien. Il y a un second entretien avec plutôt la partie managériale. J'ai un test technique en paye à faire. Donc, au total, j'ai 2 entretiens plus un test technique. Et enfin, il y a un 3e entretien où à ce moment-là, on va discuter un petit peu des modalités d'embauche avec le RH et le manager. Et à ce moment-là, du coup, on m'annonce la rémunération. À ce moment-là, j'étais moi déjà sur mon dernier poste à un peu plus de 1 500 € net. Je te dis tout ça tout de suite, Ada. J'étais déjà à 1 500 € net. Donc je travaillais en paye, j'étais gestionnaire de paye. Et là, on m'annonce qu'en fait, le poste, il est au SMIC. Donc, je me suis investie
dans un processus de recrutement, forcément, il n'y avait pas du tout le salaire sur l'offre d'embauche, mais du coup, je me dis, bah, il va falloir les négocier. Mais moi, j'étais en mode bonne élève, tu vois, ça se fait pas de parler de salaire tant que, enfin, en tout cas, je sais pas vous, quand vous étiez à l'école, ce qu'on vous a appris, mais nous, moi, on m'avait appris, tant que le recruteur n'a pas commencé à parler rémunération, n'a pas commencé à parler salaire, c'est pas à vous d'aborder le sujet en premier. Il faut que vous ayez préparé votre fourchette de rémunération, etc. Mais vous attendez que le recruteur, l'entreprise commence à parler d'argent et à ce moment-là, vous aussi, bah, vous allez pouvoir dire si ça vous convient pas, etc. Bon, il y a Navici qui me dit, moi, j'ai rien appris à l'école sur ça, donc déjà, peut-être que moi, j'ai appris n'importe quoi, mais toi, t'as rien appris, donc je sais pas c'est quoi le mieux, mine de rien. Mais en tout cas, moi, c'est ça qu'on m'avait appris. Et donc, on me demandait tout à l'heure, c'est quoi le BTS que j'ai fait? J'ai fait un BTS assistante de gestion PME, PMI. Donc, c'est un BTS assez polyvalent qui permet de faire en sorte que tu sois, en fait, donc, on te le vend comme ça, le bras droit d'un dirigeant de PME. Et donc, tu fais de la compta, tu fais de l'administratif et tu fais du commercial. Donc, tu es un peu polyvalente. Et de là, moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rapidement spécialisée en paye et j'ai appris dès le début sur le tas en paye avant de faire une certification niveau bac+2 aussi de gestionnaire de paye. Mais à ce moment-là, quand je faisais ces entretiens-là, j'avais pas encore la certif en gestion de paye. J'étais uniquement avec mon BTS assistante de gestion PME-PMI. Ok ? Et donc à ce moment-là, je leur dis, bah, par contre, moi, en termes de prétention salariale, on m'a dit donc, bah, moi, j'imaginais plus, histoire de retomber sur mon 1005, 1006, tu vois, sachant que à l'époque, je pense que le SMIC il devait être à 1002, 1100, quoi. Il était vraiment beaucoup plus bas que les prétentions salariales qui étaient. Et je dis, bah, c'est pas les salaires du marché. On m'a dit, bah, c'est à prendre ou à laisser, en fait. Et du coup, bah, pour le coup, j'ai pas accepté et je suis partie. Jamal qui me dit c'est quoi le but de ce live, c'est vraiment story time, je partage comment j'étais une pigeonne, quelles sont les leçons que j'en ai tirées et voilà. Après si ça te parle, tu restes, si ça te parle pas, tu peux partir. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'ai dit bah non en fait, mais je me suis pris une grosse claque. Mais j'ai dit bah non, bah du coup ça me convient pas parce que c'est pas les tarifs du marché. Et donc ils m'ont laissé partir alors que j'avais fait 2 entretiens, j'avais fait des tests techniques, je m'étais préparée, j'avais fait une lettre de motivation, un CV et je me suis sentie mais tellement frustrée d'avoir investi autant de temps dans cette candidature, etc. que en fait ça m'a énervée. Et donc de ce jour-là, je me suis dit non, c'est mort. Moi, je me déplace plus en entretien si je ne sais pas combien et le budget de l'entreprise, qu'est-ce que je vais pouvoir discuter avec eux et au moins qu'il y ait un minimum de cohérence entre le salaire que je vise et eux ce qu'ils sont prêts à offrir en fait, parce que eux leur stratégie c'était toujours d'embaucher des gestionnaires de paye au SMIC. En plus ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils cherchaient. Après, forcément, quand ils m'ont dit qu'ils embauchaient au SMIC, bah, je me suis dit, ça m'étonne pas que vous cherchiez depuis longtemps, en fait, hein. Ouais, Ada, elle me dit, avec 3 ans d'expérience, on voulait t'exploiter. C'est clairement ça. Et franchement, moi, dans ma tête, en fait, j'avais tellement été conditionnée à dire, non, mais ça se fait pas de parler d'argent, etc., que vraiment, le sujet, bah, je l'ai laissé venir extrêmement tard dans le processus. Et je me suis investie à fond, genre j'ai fait un super entretien, ils m'ont fait énormément d'éloges, ils étaient super contents, mais par contre c'était vraiment une boîte, ah non nous on a une grille, si c'est pas le SMIC on peut pas donner plus, on peut rien faire du tout, mais voilà. Et quand j'ai dit non, parce que j'ai osé dire non quand même, le gars il me dit non mais vous êtes au chômage, non, attendez vous refusez un emploi plutôt que de prendre ce salaire au SMIC, etc. Donc commencez à te culpabiliser parce que tu dis non, j'en veux pas. Et ils sont forts, quoi. Et je dis, mais en fait, c'est pas les prix du marché, donc je vais pas prendre un poste à ce salaire-là. Et puis même, de toute façon, enfin, moi, j'ai des charges, etc. C'est pour prendre un poste au SMIC, je perds plus d'argent qu'à quitter mon chômage. Donc, c'était vraiment littéralement la conversation que j'ai eue. Et le gars m'a regardé comme si j'étais une meuf qui se prélasse au chômage. Je sais pas si ça vous parle, un peu comme le patron, il vous dit, vous traversez la route, vous trouvez du taf. Moi, du travail, je vous en trouve. C'est un peu le même état d'esprit, quoi. Ouais, il y a Marina qui me dit ça me parle tellement, Mukento qui dit qu'elle ne répond pas aux annonces sans salaire précisé, on va tous gagner du temps.
Bah, de toute façon, il y a une loi sur la transparence salariale qui va arriver bientôt et ils n'auront plus le droit de faire des offres sans afficher. Mais bon, bientôt, je dis ça, je crois qu'elle est prévue en 2026, le temps qu'elle s'applique en France. Mais en tout cas, ça a été voté et ça devrait s'appliquer d'ici quelques mois, voire années. Et Hero Abel qui me dit, ah, la fameuse grille, oui. Et donc ça, c'est un gros problème. Et la première, du coup, leçon que j'ai compris, c'est qu'après, à un moment donné, bah, en fait, leur grille, c'est bien, mais il y a la réalité du marché et c'est pas leur grille qui décide. Mais voilà, j'ai fait comme vous, je me suis dit, maintenant, je n'investis plus mon temps, mon énergie, ça a de la valeur, je vais plus investir si je sais pas que en face, on est prêt à respecter cette valeur et à proposer un salaire qui est au moins en cohérence avec le marché. Ça, c'est la version soft de premier pigeonnage que j'estime avoir vécu. La deuxième chose que j'ai vraiment vécu, et ça, c'est limite l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'est que j'ai été vraiment éduquée à faut travailler dur dans la vie, faut exceller dans ce que tu fais, faut faire les choses bien ou faut pas les faire. C'est vraiment, tu t'investis à fond quand tu fais quelque chose. Et c'est pour ça que des fois, moi, je vois beaucoup de reels passer où les gens ils disent ah il est 17h, je m'arrête, ou ah quand je pense à ma paye, j'arrête de bosser. Personnellement, moi, je suis quelqu'un, je sais pas faire ça. C'est-à-dire que soit je pars de l'entreprise, soit si je suis là, je vais me donner à fond. Je ne peux pas bosser à moitié ou faire semblant de quoi que ce soit. Et du coup, bah, quand tu arrives dans le monde du travail, et que tu as ce genre de personnalité, mais tu te fais exploiter. C'est-à-dire qu'on va te donner des charges de travail, on va te donner des missions où on sait que ça rentre pas dans ce qui est prévu, dans ce que tu es censé faire. Mais toi, tu as une éthique qui fait que, bah, non, mais attends, je suis en train de parler avec la cliente, je vais pas lui couper la parole en disant, bah, c'est l'heure, moi, je m'en vais. Donc, tu vas quand même continuer à aller jusqu'au bout, tout en sachant qu'après, bah, tes heures supplémentaires, elles seront pas payées, en fait. Et que si tu te plains, on te dira, oui, mais normalement, ça devrait rentrer, démerde-toi. Et ça, du coup, ça m'est arrivé, mais un nombre incalculable de fois. Et ça arrivait à son paroxysme à un moment où j'étais gestionnaire de compte chez Adecco, je dis même le nom. Donc je faisais en fait la paye des intérimaires sur un gros plateau et j'avais une manager et on était plusieurs gestionnaires, on avait chacune notre portefeuille. Et donc moi je venais d'arriver, j'étais en CDD, donc forcément en plus quand tu viens d'arriver, tu essayes de faire tes preuves, etc. Et on me donne un périmètre, mais le périmètre en fait c'était le périmètre de 2 personnes, c'était pas le périmètre de 1 personne. Et là, moi, tout de suite, quand même, je dis oui, mais là, attendez, c'est le périmètre de 2 personnes, etc. Moi, je vais pas pouvoir le gérer toute seule. C'est impossible, en fait. Et donc, ma manager me dit non, mais t'inquiète pas, je sais que c'est le périmètre de 2 personnes, même si moi, je suis manager et que théoriquement, je suis pas censée faire de la paye. Pendant la période de paye, je viendrai en aide, je ferai avec toi, parce qu'en plus, je venais à peine d'être formée, donc au process, aux outils, donc j'étais pas non plus, on va dire, au top de mes capacités, parce que j'étais encore en phase d'adaptation, même si j'avais la maîtrise paye, j'avais pas la maîtrise de leurs process et de leurs outils. Elle me dit, t'inquiète, la période de paye, je viens, je serai avec toi dans les tranchées en train de faire les payes, on sera toutes les deux en train de les faire. Et la période de paye approche et donc je commence à lui dire bah voilà, je t'ai préparé un peu une partie que j'ai pu isoler pour que tu t'en occupes, etc. Pas de son, pas d'image, j'envoie un mail, 2 mails, 3 mails, je fais des petites allusions à la machine à café, tu vois, parce que j'étais pas en mode bah je vais aller te voir entre 4 yeux et t'expliquer que si tu ne prends pas en charge cette partie-là, je vais pas le faire. Non, à cette époque-là, j'étais on va dire plus lisse, tu vois. J'étais pas encore la Awa authentique que mes frères et sœurs ou mes parents peuvent connaître à la maison. Donc, à ce moment-là, je dis, donc je parle avec mes collègues, on me dit, ah ouais, ça va, ça se passe bien. Bah écoute, ça se passerait mieux si on m'aidait comme on l'avait promis, hein. Et là, la manager, elle me hurle dessus en disant, ah ouais, mais c'est bon, j'ai dit que j'allais t'aider, je vais le faire. C'est pas la peine de me faire des remarques toutes les 2 minutes. Et mais là, genre, je suis passée blanche et j'ai commencé à fondre en larmes. Et à ce moment-là, je dis non, mais c'est pas possible, tu vois. Donc, elle me hurle dessus. Et au final, bah, rien ne se passe. Je retourne bosser comme une victime. Mais vraiment, parce que, tu vois, on est tellement conditionné à bien faire. Moi, je me disais, il y a plein d'intérimaires qui m'appellent. Des fois, ils te demandent des acomptes parce que c'est pas des salaires de ouf qui te demandent des acomptes très tôt dans le mois. Donc, tu veux faire les payes et si tu le fais pas, bah, ils se retrouvent dans la merde. Donc, t'as cette pression de dire, il y a cette deadline-là. Après, t'as la deadline des URSSAF avec les déclarations. Et si elles sont pas parties à temps, eh bien, il y a des...
comment on s'appelle, il y a des majorations de 30% sur la boîte, etc. Donc, tu as toute cette pression-là. Et ma manager au calme qui me dit, bah non, je ferai rien. En gros, tu vois, c'est bon, je vais le faire quand je l'aurai décidé. Arrête de me le rappeler tout le temps. Donc, du coup, bah, j'ai plus rien dit. Je suis allée dans mon coin et j'ai bossé. J'ai fait des horaires pas possibles pour réussir à terminer le truc. Et en plus, il faut savoir que quand vous êtes en CDD, tu peux pas quitter un CDD comme ça. Genre, en CDI, à la limite, tu fais un abandon de poste. Le pire que tu risques, c'est de finir au chômage, tu vois. Quand tu es en CDD, un CDD, ça t'engage en tant que salarié. Et si tu vas pas au bout de ton CDD, ou que tu le quittes pas pour les motifs pour lesquels on peut quitter un CDD, une entreprise, elle peut te réclamer de payer tous les salaires qui sont dus jusqu'à la fin de ton contrat CDD. Et là, du coup, moi, je me sentais vraiment coincée pour le coup dans ce job, sachant en plus que je vous ai pas dit, mais ça, je vous le dis juste après, que la rémunération n'était pas du tout à la hauteur que ce que je pensais avoir négocié en entretien. Mais ça, on y revient juste après. Et en plus, et donc, à ce moment-là, genre, comme elle a vu que, du coup, elle m'a quand même hurlé comme un poisson pourri devant tout le monde et que tout le monde la regardait un petit peu de travers, elle est venue m'aider le dernier jour de paye en faisant genre, je t'aide, etc. Et au final, la paye a été faite et elle a réussi à être fait à temps, mais j'ai fait des horaires pas possibles. Je ramenais du taf chez moi le soir, j'ai bossé le week-end. Bref, tout ça, bien sûr, sans être payé. Et elle m'a dit, non, mais c'est vrai que nous, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées. Donc, vous n'avez pas le droit de faire d'heures supplémentaires théoriquement, mais moi, je sais bien que la charge de travail ne permet pas de remplir le truc sans heures supplémentaires. Donc, faites les heures en plus, vous inquiétez pas. Ensuite, vous les récupérerez, on le fait entre nous, y a pas de souci. Et donc, moi, je note mes heures, je fais mes heures, mais je lui envoie pas, je me les note juste sur un papier. Et à un moment donné, donc quand on est en dehors de la période de paie, je lui dis, j'aimerais bien récupérer, ça fait une demi-journée et tout. Elle me dit, mais comment ça se fait que ça fait une demi-journée? Enfin, je comprends pas, il y a aucun suivi, etc. Et donc, elle a commencé à remettre en question les heures que j'ai fait en plus pour pouvoir finir le boulot. Donc pour vous dire, c'est vraiment la totale. Et je pense que je sais pas si ça vous parle et si ça vous est déjà arrivé des choses comme ça, mais oui, je suis passée par là. Et donc souvent quand je fais des posts, je pense que je me rappelle des sentiments que j'ai pu avoir et des aventures que j'ai pu vivre et de ce que après j'ai mis en place pour que ça n'arrive plus jamais, parce que en fait on n'est pas au boulot pour souffrir, on est là parce qu'on apporte de la valeur à la boîte et la boîte a autant besoin de nous que nous on a besoin d'elle. Et à ce moment-là, en fait, c'était vraiment, ça se fait pas. Et moi, je pensais avant tout, aux personnes pour qui je travaillais, qui pour moi étaient les salariés, qui pour moi étaient les collaborateurs, les agences qui n'avaient rien demandé, qui payaient pour un service qu'on devait leur rendre. Et à ce moment-là, du coup, c'est moi que je bouffais. Donc, deuxième gros pigeonnage, en tout cas que moi j'ai estimé, où en fait j'aurais juste dû dire stop à un moment donné et partir. Et bien sûr, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. En tout cas, j'ai subi la situation puisque je savais pas vers qui me tourner, je savais pas comment gérer le truc et je savais pas comment est-ce que sans complètement dégrader la situation avec ma manager qui, mis à part ça, n'était pas non plus une cata ou désagréable au quotidien, mais ces moments-là, je les vivais un peu comme des violences, mais en dehors de ça, je savais pas comment faire parce que j'avais pas envie de tout détruire, j'avais pas envie de retourner au chômage ou quoi que ce soit. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je prends sur toi, c'est normal. Et puis quand j'en parlais avec des copines ou quoi, c'était un peu tout le monde la même chose, quoi. On avait tout le monde des gens qui faisaient des heures sup et qui n'étaient pas payés, des gens, leur manager, ils leur disaient des choses, ça n'arrivait jamais. Donc c'était devenu comme, en fait, c'est ça le monde du travail, c'est ça de travailler avec des gens et d'être adulte, quoi. Donc voilà, j'ai suivi. Il y a Héroïabel qui nous dit, je bosse en déchetterie. Et je suis chauffeur poids lourd. On fait des heures sup parce que les exutoires sont trop loin, la saison, et on nous laisse faire les heures. Et quand l'hiver arrive et qu'il n'y a plus besoin, ils viennent nous allumer parce qu'on a fait trop d'heures. C'est un pétage de câble. C'est ça, en fait. Donc, vraiment, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment à anticiper et à mettre la responsabilité ensuite entre les mains de l'employeur et lui laisser prendre ses décisions et on va y venir après. Le troisième point aussi que j'ai vécu, toujours en plus c'était dans la même expérience, c'est que j'avais négocié mon salaire et du coup j'avais réussi à négocier que j'allais avoir à peu près 1600 euros donc net. J'avais négocié en brut quand même, mais ce que j'avais pas noté, c'est que dans la composition du contrat qui m'avait été décrit, elle m'a dit oui en termes de, je crois qu'à l'époque ça faisait 28
26K ou un truc comme ça. Et elle m'avait dit, oui, il n'y a pas de souci, vous avez bien cette rémunération, ça colle bien, etc. Moi, j'ai survolé mon contrat, hein. Et en fait, ce que j'avais pas noté, c'est qu'il y avait une partie de la rémunération qui était variable dedans. Et dans la partie de la rémunération qui était variable, moi, je me suis dit, c'est sur mes objectifs personnels. Et du coup, si je les atteins, c'est cool. C'est à moi de bosser pour les atteindre. Et vous savez, j'étais dans la mentalité, travail dur, sois performante. C'est comme ça qu'on obtient des résultats. Tu travailles bien à l'école, tu as des bons résultats. Tu travailles bien au travail, tu as des bons résultats et des bons salaires. C'est normal, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je bosse, etc. Et à la fin du mois, je vois que je touche genre 1100 euros, quoi. Et là, je vais la voir, je lui dis, mais je comprends pas, j'ai touché que 1100 euros. Et elle m'explique que, oui, mais attends, c'est parce que c'est lié aux objectifs. Mais tu sais, les objectifs, ils sont au niveau du groupe. Donc, le temps que le groupe fasse ses calculs et que ça atterrisse sur ton bulletin de salaire, tu l'auras dans 3 mois. Donc, en fait, il y a un décalage de 3 mois entre le moment où les primes et les variables sont versées sur ta paye et le moment où c'est calculé. Et en plus, il y a certes une petite composante où tu as des objectifs individuels, mais la grosse composante pour déterminer le variable auquel tu as le droit, c'est les objectifs du groupe. Groupe sur lesquels toi, tu n'as aucune part et aucune marge de manœuvre pour faire en sorte que ça marche. Parce que du coup, nous, on travaillait même pas dans les agences, on travaillait dans les services support qui faisaient les payes. Donc, c'était complètement aberrant. Donc, il y avait des mois, j'avais les 1600 qu'on m'avait promis. Il y avait des mois, j'avais 1400. Mon salaire était jamais le même. Il n'était pas du tout à la hauteur de ce que moi, je me suis dit, je vais avoir au moins 1600 euros net tous les mois. Donc, en plus, je bossais comme une dingue parce qu'on m'avait donné grave de surcharge de travail. Et en plus aussi de ça, j'étais même pas à la hauteur du salaire que je voulais. Et là, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même parce qu'en fait, quand tu lis bien le contrat, quand tu comprends bien, quand tu vas vérifier ensuite dans la convention collective et dans les accords d'entreprise qu'ils ont signés par rapport à tout ça, tu vois que tout était écrit. Mais c'est juste que toi, soit t'avais pas eu le temps de regarder, soit t'avais pas compris exactement les impacts, etc. Et donc, moi, pourtant, à l'époque, je bossais déjà dans la paye. Je me suis fait avoir comme une bleue sur le coup parce que à ce moment-là, j'accordais pas assez d'attention sur ces choses-là, quoi. Et donc, il y a It's, justement, qui nous dit, j'ai signé un contrat cette année, ils m'ont annoncé un chiffre que j'ai accepté, et que vois-je en arrivant, le 13e mois et les primes vacances sont inclus dedans, je me suis sentie flouée. Mais ça, c'est typiquement, et en plus là, en ce moment, maintenant, comme j'accompagne des salariés à renégocier leur salaire, comme j'accompagne les salariés aussi à négocier pour des propositions d'embauche, mais je vois des contrats avec écrit des choses dessus, c'est lunaire, quoi. Et justement, ce coup de inclure le 13e mois dans le salaire, inclure les primes vacances, etc. Il y a énormément d'entreprises qui font le coup et qui te font un gros package comme ça en faisant fourre-tout, etc. Et c'est vraiment au moment de l'entretien d'embauche qu'il faut bien négocier tout ça ou quand on reçoit la promotion et pas après parce qu'après on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Mais pour pouvoir le renégocier, faut avoir compris ce qui se passait en fait tout simplement. Et du coup, on a en fait cette grosse désillusion quelques jours, quelques semaines après avoir commencé à bosser ou quelques mois pour certains qui font que c'est dégueulasse. Et ça peut concerner des petits salaires, des personnes qui ont, on va dire, un brut qui est pas très élevé ou des personnes avec des gros salaires. Moi, j'ai vu justement, pareil, voiture de fonction, il y a certaines personnes, ils ont des professions, ils ont un véhicule de fonction. J'ai un véhicule de fonction, oui, c'est normal qu'il y ait une partie dans le brut qui soit prise en charge, mais moi, j'ai eu une cliente que j'ai accompagnée et son véhicule de fonction, en fait, c'était un véhicule de fonction où l'entreprise demandait une participation du salarié pour payer une partie du véhicule de fonction. Et ça aussi, c'était écrit sur le contrat, mais si elle n'avait pas regardé avec moi, elle n'avait pas vraiment compris les tenants et les aboutissants. Et donc, il y avait plus de 100 euros en net qu'on lui enlève, donc après déduction des charges, qui sont la contribution que l'entreprise exige pour participer à un véhicule de fonction. Et quand toi, tu vas comparer deux offres d'embauche, tu vas dire, ah oui, mais là, à droite, on me propose un véhicule de fonction, à gauche, on me propose un véhicule de fonction pour la même rémunération. Mais en fait, en net, à la fin du mois, tu n'auras pas le même salaire du tout. C'est ça. Héros Ruabel aussi qui nous dit, ils annonçaient 1900 euros de paye, mais ils avaient oublié de dire que le 13e mois était dedans. Voilà, donc si le 13e mois, il est dedans, forcément, tous les mois, tu vas pas avoir 1900 euros, puisque on va enlever un 13e de la rémunération que tu as négociée à l'année, qui va être versé soit en une fois, soit en deux fois, et donc peut-être que tu vas toucher 1750, 1800 euros tous les mois,
pour compenser le fait que il y a une partie de ton salaire qui est à droite. Et quand tu as un budget qui est calculé sur le fait d'avoir 1 900 € net et pas 1 750 €, on est bien d'accord que ça fait pas du tout la même chose à la fin du mois. 150 € tous les mois en moins, même si après tu as le 13e mois, alors que toi tu avais calculé d'avoir 1 900 € plus un 13e mois qui va venir potentiellement après, c'est la grosse désillusion, à part que le moment où tu te rends compte de ça, tu as déjà démissionné de ton ancien job, tu as déjà changé de boulot, tu n'as plus le droit au chômage si tu décides de partir pendant ta période d'essai. Donc, en fait, tu es juste obligé d'encaisser, d'essayer de discuter avec ton employeur pour voir s'il veut bien changer. Et ça, ça marche pas. C'est ce qu'elle nous confirme, Roro Abel. Elle dit, c'était 1 750 €. Et je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres dans le chat à qui c'est déjà arrivé d'avoir ce genre de désillusion en disant, j'ai quitté pour aller vers quelque chose, en fait, c'est pire que ce que j'avais avant, ou c'est pas aussi bien que je le pensais, en fait. Et ça, c'est ça qui fait que aussi, il y a beaucoup de gens qui ont peur, du coup, de changer de job, parce qu'ils disent, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que je vais gagner en fait, parce qu'au final, je ne suis pas en capacité de déterminer réellement ce que j'ai à gagner là-bas. Donc vraiment, ça a fait partie de la 3e grosse erreur que j'ai pu faire, ou en tout cas des moments où en tout cas je me suis sentie comme une grosse pigeonne parce que j'avais pas compris ce qui se passait, et du coup j'étais en train de me donner à fond, et la rémunération que je touchais, elle était moins importante que sur le dernier poste sur lequel j'étais. Donc ultra frustrant, et j'étais pas bien. Et enfin, le 5e et dernier point, enfin le 4e et dernier point sur lequel je me suis grave sentie comme une pigeonne aussi, c'était vraiment sur une chef qui s'appropriait systématiquement mes mérites. Donc elle, c'était vraiment là typiquement, je sais pas, moi quand j'ai commencé à bosser, tu faisais un tableau Excel avec on va dire une belle mise en forme, tu sais, un peu les couleurs bleu, blanc, tu vois, avec la mise en forme que tu as en haut, tu mettais quelques filtres, et tu étais le king ou la queen d'Excel. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans le monde du travail, mais je pense qu'en France, le niveau de gestion sur des feuilles Excel, il est tellement bas que, en fait, quand tu sais faire des petites choses sur Excel, on te prend pour l'expert Excel. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que moi, je me considérais pas comme une super experte Excel. N'empêche que comme j'avais fait un BTS assistante de gestion, on nous apprend à faire quand même des tablés croisés dynamiques, on nous apprend à faire des recherches V et des choses comme ça sur Excel qui sont assez importantes et pratiques à faire. Et ma manager, elle avait, quand en général, on se retrouve sur les postes managériaux, surtout en paye, t'as besoin de traiter beaucoup de données, beaucoup de data, de faire des statistiques, de faire pas mal de choses comme ça. Et donc, Excel, c'est limite indispensable. Et à chaque fois, ma manager, c'était une quiche de ouf sur Excel. C'est vraiment une quiche de ouf sur Excel. Et elle m'appelait, mais pour des trucs ridicules, genre ajouter un filtre, ou c'était des trucs vraiment ridicules. Et donc à chaque fois, genre j'étais en train de bosser, faire mes payes, c'est pas comme si j'avais pas de boulot, elle m'appelait, et genre elle m'appelait, mais vraiment, viens voir, tu vois, genre tout discrètement. Donc je venais dans son bureau en me disant mais qu'est-ce qu'elle a, et en fait elle était bloquée sur son tableau Excel où elle savait pas faire une somme correctement, ou ça donnait pas le résultat qu'elle voulait, etc. Et donc, elle me demandait de truquer. Mais des fois, je restais 1 heure dans son bureau à retraiter son tableau Excel, etc. Et ça, c'était généralement juste avant la réunion qu'on avait l'après-midi, la réunion d'équipe qu'on avait. Et elle venait devant moi, donc en réunion d'équipe, avec son petit PowerPoint, et puis sa présentation sur son tableau Excel. Et elle disait, je vous ai concocté un tableau Excel, vous allez adorer. Genre, comme si j'étais pas là. Comme si j'étais pas là, tu vois. Et je pense que j'étais tellement sur les fesses que je ne savais même pas quoi répondre. Je sais pas ce que vous auriez fait à ma place, dites-moi. Parce que je crois qu'aujourd'hui même, je sais pas comment on traite les gens culottés à ce point. Il y a Florence qui me dit, tu es une reine si tu sais faire des tableaux croisés dynamiques. Merci beaucoup Florence, mais malheureusement c'est pas vrai. C'est un niveau, je sais que c'est un niveau qui est au-dessus de beaucoup de gens, mais c'est pas non plus il y a
tellement de trucs géniaux qu'on peut faire sur Excel et qu'on sait pas faire. Il y a Ada aussi qui dit la recherche V, je déteste. Et d'ailleurs, sur le pack Athena Academy, je pense s'il y a 2 formations en tout cas que je peux vous conseiller en plus de la mienne, bien sûr, c'est la formation de Mamzelle Excel où justement il y a une formation qui est aussi incluse toujours sur le prix de 129 € de Mamzelle Excel où elle va vous donner une formation super quali sur Excel. Regardez les avis qu'elle peut avoir sur ces formations. C'est génialissime ce qu'elle fait et c'est super fort. Et il y a aussi la formation de Chloé sur le réseau si vous êtes plutôt sur l'accent carrière où vous devez absolument faire ces deux-là. Ada qui me dit oui, elle me prenait pour une boniche. Tout à fait. Et du coup, ça se répétait quasiment toutes les 2 semaines à chaque fois qu'on avait une réunion d'équipe. Donc c'était vraiment la catastrophe. Je bossais pour elle et elle se prenait vraiment tous les lauriers, etc. tu vois. Et c'était vraiment, mais c'était un sketch en fait. Tu vois, j'étais là et je me disais ah mais l'humain est capable de ça en fait. C'est ça, Mukento qui dit toutes ces expériences ont créé Check Ta Paye. C'est tous ces petits cailloux mis bout à bout qui m'ont permis d'apprendre des choses et qui truqueraient. Et Ruabel qui me dit alors perso je lui dirais ah bah tiens j'aimerais bien que tu me donnes des conseils pour faire des tableaux. Ouais c'est ça. J'avoue. Non mais bah du coup j'ai rien fait. Donc encore pigeonne hein, forcément. Et puis la fois d'après quand on m'a appelé, je suis venue l'aider en me disant ouais mais non mais de toute façon on s'en fout. Moi je sais ce que je vaux. Et puis elle au final elle sait pas faire etc. Donc c'est elle qui avance pas dans sa vie. Non mais en même temps elle était manager, elle gagnait peut-être 2 fois ma paye et à côté de ça bah moi je faisais ces tableaux Excel et elle faisait genre que c'était elle qui les avait fait quoi. Mukento qui confirme, elle me dit Mamzelle Excel, top. J'ai pris une de ces formations suite à une de tes stories. Bah génial, je suis ravie que tu l'aies prise. Et franchement, Excel c'est quelque chose de super important. CCH qui me dit mais non, tu lui as juste rendu un service. Ah bah c'est donné, hein, là c'est cadeau. Et tu crois que j'aurais eu une prime avec ça? Pas du tout. Pas du tout. Donc bref, ça c'est vraiment les anecdotes où je pense que les personnes qui aujourd'hui des fois voient mes posts ou des fois j'essaye de vous piquer ou j'essaye de vous faire réagir en vous disant non c'est pas normal ce que tu vis, tu mérites mieux, tu trucs, c'est parce que vraiment je suis passée par là, je sais ce que ça fait de se sentir comme ça, vraiment comme une pigeonne, c'est le mot, je ne vois pas meilleur mot pour le coup, mais c'est pas une fatalité et ce que j'ai vraiment appris, c'est que j'avais pas les bonnes méthodes, c'est que on m'avait juste pas expliqué comment est-ce que il fallait que j'aborde ces sujets-là, il fallait que je les mette en avant pour arrêter de me faire avoir sur ces sujets-là. Et du coup, je veux juste vous parler de 3 croyances limitantes que moi j'avais et qui contribuaient à faire en sorte que bah des fois je me fasse un peu marcher dessus dans le monde du travail et qui fasse aussi que bah du coup pendant 5 ans, ma rémunération elle a toujours stagné entre 1500, 1600, 1650 € sans réussir à évoluer et que quand j'ai commencé à mettre en place les actions que j'ai ensuite mis en place, et ben ça a commencé à décoller et que en 5 ans, les 5 ans suivants, j'aime trop parce que c'est pile 5 ans aussi, et ben je suis passée de 1600 € à peu près à plus de 3300 € de salaire net, toujours avec mon BTS, sans forcément. Et donc bah ça tord le cou à la première croyance que j'avais, c'est Awa, t'as fait une grosse boulette. Pourquoi tu t'es arrêté au BTS? T'as fait qu'un bac+2. Bah maintenant, c'est normal que t'aies ce genre de salaire. C'est normal que bah ta manager, elle soit au-dessus et pas toi. Peut-être dans 10-20 ans, t'arriveras à être responsable adjointe, puis responsable paye. Parce qu'au final, quand j'allais dans mes services, c'est ça que je voyais. Je voyais des gens qui avaient bossé pendant 15 ans, 20 ans avant de devenir responsable adjointe, puis qui, à l'aube de leur retraite, devenaient responsables d'un service et étaient payés peut-être 2000, 2500 € grand max, alors qu'ils avaient trimé toute leur carrière à bosser de ouf. Et c'était l'exemple que j'avais, donc je me disais, bah oui, en fait, si j'avais été jusqu'au master, bah je serais pas sur cette trajectoire-là, je serais pas sur ces niveaux de salaire-là, donc quelque part, c'était ma faute. Et un des déclics que j'ai dû avoir, c'est de me rendre compte qu'en fait, non, les choix que tu as fait entre tes 18 et tes 23 ans, ça conditionne pas le reste de ta carrière et ça fait pas que, à cause de ça, tu vas pas pouvoir avoir de salaire qui évolue.
là, bien sûr que le niveau de qualification, ça joue sur le fait que tu puisses te positionner sur telle ou telle fourchette de salaire. Mais c'est pas le seul critère. Il y a énormément d'autres critères qui jouent sur le fait qu'on soit bien payé. Et c'est pour ça qu'on va trouver des gens qui ont des niveaux bac+5, qui vont avoir des beaux diplômes et qui sont pas forcément super bien payés. Ouais, tout à fait, Ada. La responsable adjointe était à 2000 € et la responsable paye était à 2500 €, un truc comme ça. C'est vraiment pas énorme, hein. Je parle en net là pour le coup. C'est vraiment pas énorme sur ce type de poste et c'était dans des grosses boîtes. Donc pour vous dire, leur grille salariale, c'est quand ça les arrange. C'est vraiment quand ça les arrange. Donc c'est très peu et par contre c'est quelqu'un qui avait fait toute sa carrière dans l'entreprise, donc elle est partie à la retraite un peu, enfin pendant que j'étais là en plus à peu près. Et donc ça c'était ma première croyance limitante, de croire que c'était les études. La deuxième croyance limitante que j'avais, c'est que il faut d'abord que je fasse mes preuves avant de commencer à parler rémunération. Je vous en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé du fait que j'avais d'abord fait tout l'entretien. Je me suis dit, je vais réussir le test technique, je vais montrer à quel point je suis motivée pour le poste durant les 2 entretiens, avant de découvrir à la fin que le gars, ils avaient que un SMIC à me proposer et que j'en voulais même pas de leur SMIC, tu vois. Et à côté de ça, de manière générale, dans ma façon de penser dans le travail, j'allais jamais demander une augmentation au bout de 6 mois parce que je venais d'arriver. Non, c'est normal de demander de l'augmentation à 1 an. Et puis, si j'étais arrivée 1 mois après les entretiens annuels et du coup, le deuxième entretien annuel, j'ai que 11 mois d'expérience, j'allais pas demander une augmentation. Ou si j'essayais de la demander et qu'on me disait ah oui, mais non, mais là, t'as que 11 mois, c'est pour ceux qui ont plus d'1 an d'ancienneté, tu demandes un peu trop tôt, j'aurais fermé ma bouche, j'aurais rien dit, tu vois. Alors que j'ai quand même bossé 11 mois à prouver que je suis génialissime et que je méritais quand même peut-être une revalorisation de salaire. Et ça, vraiment, c'est une des choses, et d'ailleurs j'en parle dans le e-book, je sais pas si vous l'avez déjà téléchargé, il est gratuit, le e-book 8 stratégies incontournables pour un salaire à ta juste valeur. C'est vraiment de comprendre que quand tu es dans le monde du travail, t'es plus dans la relation comme quand t'es à l'école. C'est-à-dire à l'école, tu travailles bien, tu fais tes leçons, tu fais le contrôle et t'as une bonne note automatique à partir du moment où t'as bien bossé et tu fournis les bons résultats. Dans le monde du travail, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux fournir de mauvais résultats et être bien payé. Parce qu'on a tous des incompétents au-dessous de nous parfois qui sont mieux payés que nous et pourtant à qui on se dit mais comment c'est possible quoi, tu vois. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on est vraiment des vendeurs de notre force de travail, de notre expertise, de notre intelligence, de ce qu'on a apporté à l'entreprise, c'est à nous de le vendre. Et n'importe quel vendeur te dira, tu vends d'abord et ensuite le client, il profite. Moi, je vais acheter une voiture, je vais d'abord acheter la voiture. Je sais pas à quel point elle est bien la voiture et ensuite à ce moment-là on va me livrer la voiture et à ce moment-là je vais commencer à la tester. Quand d'ailleurs vous êtes en train de rejoindre une entreprise, vous allez négocier votre salaire avant de commencer à bosser. Et la problématique qu'on a, c'est que quand on est en poste, on passe sur un mode inverse. C'est-à-dire on va dire écoute, j'aimerais bien te proposer une promotion, tiens, commence à bosser. Et tu vas commencer à bosser. Et tu vas dire d'abord je vais faire mes preuves et ensuite je vais leur demander une augmentation. Alors qu'en fait tu devrais même pas accepter la promotion tant que tu n'as pas eu l'augmentation de salaire qui correspond, le réajustement de ta classification, le réajustement du salaire pour qu'il soit en cohérence avec les responsabilités et le poste qu'on te demande d'occuper. Et ça, pareil, j'ai mis du temps à le comprendre et vraiment c'est ultra important de le comprendre, sinon on ne peut pas vraiment s'en sortir dans le monde du travail et c'est hyper important. Et enfin, numéro 3, grosse erreur, moi je fais pas de chantage. Moi, je veux pas les faire chanter. Et donc, ça veut dire que quand j'étais en position de force pour négocier, c'est-à-dire que il y avait une surcharge de travail, je bossais de ouf, je fournissais des résultats de dingue. J'ai même eu des clients qui m'ont envoyé des bouquets de fleurs. Il y a combien de salariés qui disent qu'il y a des clients qui leur envoient des bouquets de fleurs, s'il te plaît? Des clients qui m'ont envoyé des bouquets de fleurs tellement ils étaient contents de mon taf. Et malgré ça, comme je voulais pas mettre la boîte dans la panade, je négociais pas mon salaire. Je disais, je vais attendre qu'ils aient trouvé un remplaçant qui soit bien. Et à ce moment-là, je présenterai ma demande d'augmentation parce que là, ce sera faire.
Mais ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche pas comme ça. Sachant que, forcément, quand je lui demandais à ce moment-là, j'avais des cacahuètes où on me disait, ah oui, mais tu sais, on vient de recruter quelqu'un, on n'a plus de sous, on n'a plus d'argent. Et je me retrouvais à chaque fois, vraiment dans la panade. Et ce que je comprenais pas en fait, c'est que j'étais pas en train de faire du chantage. J'étais juste en train de proposer mes services et de montrer la valeur de mes services. Et quand on propose de la valeur à quelqu'un, c'est normal de demander la juste rémunération qui va en face, en fait. Et j'ai donné un exemple quand j'avais fait une masterclass une fois. C'était vraiment, si demain, imaginez que vous êtes tous et toutes des passeurs. Ok, vous êtes des passeurs, vous êtes sur une rivière et de l'autre côté de la rive, il y a une île avec des trésors extraordinaires, de la valeur de ouf, ok. Et votre patron, c'est un client potentiel qui est de l'autre côté de la rive où il y a des cailloux, il y a rien à grailler, il y a rien à manger, ok. Votre patron, il est là et vous êtes le passeur qui est là. Eh bien, le passeur, c'est normal que avant que le client monte et qu'il embarque sur son bateau pour qu'il l'emmène de l'autre côté, pour qu'il l'emmène sur la rive où il y a les trésors, où l'autre, il va pouvoir kiffer sa life, eh bien, il demande à se faire payer, ok? Et ça, c'est pas du chantage, c'est juste la norme, c'est juste ce qui est depuis la nuit des temps qui existe dans la contrepartie de tous les êtres humains. Mais nous, en tant que salariés, on nous fait croire que ça, c'est faire du chantage, c'est dégueulasse, ça ne se fait pas. Non, c'est pas vrai du tout. Et ça, je pense que c'est des déclics mindset qu'il faut qu'on ait toutes et tous pour qu'on se sente légitime à demander ce qu'on vaut vraiment au moment où c'est opportun, au moment où on est en position de force et au moment où du coup l'autre est prêt à nous écouter parce qu'il sait la valeur qu'on peut lui apporter. Nul n'est irremplaçable, dites-vous que vous n'êtes pas irremplaçable. Donc si vraiment lui il se dit, écoute, ton bateau, j'aime pas, il est bancal, je suis pas sûr qu'il m'emmène de l'autre côté de la rive, frère, t'es pas obligé, il y a d'autres passeurs, la rive elle est longue, marche un peu, tu vas trouver quelqu'un d'autre qui correspondra peut-être au tarif où toi tu veux être emmené de l'autre côté de la rive, mais moi mon tarif c'est celui-là et je sais qu'il est juste et je sais qu'il est bien pour moi. Et ça vraiment c'est hyper important de l'avoir en tête et c'est un des déclics les plus majeurs que j'ai eu dans ma tête et qui m'a permis ensuite de mettre en œuvre les actions. Mais ces déclics mindset, ils sont hyper importants parce que c'est ça qui vont vous permettre ensuite de mettre en œuvre les choses. Parce qu'on sait que oui, faut aller demander, faut oser, etc. Oui, mais faut oser. Il y a pas mal de choses dans ce socle qui font que on n'ose pas, ok. Et notamment aussi, et c'est pour ça que je vous dis le pack Athéna, faut pas passer à côté. Il y a Reskia que j'ai vu passer rapidement, je sais pas si elle est encore là, qui fait une formation sur l'auto-sabotage. Et cette formation sur l'auto-sabotage, on a déjà fait plusieurs lives avec Reskia sur l'estime de soi. N'hésitez pas à les rattraper si vous n'avez pas le budget d'investir dans Athéna, parce que même si je sais que le prix il est tiré au maximum, je sais que des fois on n'a pas le budget et j'ai été dans ce cas-là où j'avais pas le budget même pour mettre 129 € dans ce genre de sujet. Reskia, elle fait une formation sur l'auto-sabotage où tu vois c'est quoi tes croyances limitantes, c'est quoi ces mécanismes inconscients qui font que toi t'avais prévu de demander 50K, tu sais que tu vaux 50K, mais quand t'arrives devant ton patron, t'en demandes que 40. Pourquoi t'en demandes que 40 alors que tu sais que t'en vaux que 50 et du coup tu demandes 50 mais dès que ton patron il te regarde comme ça sans même prononcer un mot tu dis oui mais 45 c'est bien, tu vois. Et il y a pas mal de choses à la fois mindset mais il y a aussi des clés méthodo, il y a aussi des techniques à mettre en œuvre, il y a aussi une compréhension. Quand t'as un contrat de travail devant toi, tu le comprends, c'est pas juste mon mindset il est pas bon. Donc dans le pack Athéna, ce qu'on a voulu faire c'est vraiment mettre dedans toutes les choses utiles qui vont vous permettre de glow up dans votre carrière. Après, il y a aussi dans la vie personnelle, votre couple, l'amour, etc. Moi, je parle vraiment du domaine qui est le mien, mon domaine d'expertise, et je pense qu'il y a vraiment une synergie qui a été voulue. On s'est concerté toutes les filles pour le faire. Et donc, s'il y a vraiment des formations que je vous recommande de suivre avec la mienne, ça va être la mienne pour apprendre à négocier votre salaire, à décrypter une proposition d'embauche et pouvoir rentrer dans une entreprise à votre juste valeur. Ou si vous êtes déjà dans une entreprise, savoir réajuster votre salaire pour qu'il corresponde au poste que vous avez, parce qu'on est nombreuses, surtout nous les femmes, à être sur des postes fictifs. J'en ai vu énormément dans ma dernière expérience. J'avais plein de collègues donc où on était chef de projet, etc. Et la personne qui nous chapeautait, qui est normalement la directrice de pôle de la partie RH, elle, pour le coup, elle était juste relais.
relais, alors que tous les autres étaient directeurs quand tu regardais autour. Et donc forcément, quand on a eu notre licenciement économique, et du coup si vous voulez, je reviendrai à un autre moment, mais quand on a eu notre licenciement économique, elle était dans la même catégorie que nous, alors que dans la réalité, c'était notre manager, tu vois. Mais c'est parce que elle était pas la bonne classification, elle avait pas négocié son salaire en conséquence, etc. Et il y avait plein de croyances limitantes, ouais mais je suis à temps partiel donc je peux pas négocier, etc., etc. Qu'il faut déconstruire. Il y a aussi le réseau. Et pareil, moi je pensais que comme je venais d'un BTS, j'avais pas tellement de réseau. Je viens pas d'HEC, j'ai pas le réseau d'HEC, mais on a tous un réseau qu'on peut mobiliser. Et surtout aujourd'hui avec LinkedIn, on peut aller encore plus loin. Donc il y a la formation aussi de Chloé qui est dedans, qui apprend à réseauter, même quand on est introverti, et elle a vraiment mis un accent là-dessus en disant que vous n'avez pas besoin de vous dénaturer, vous n'avez pas besoin de faire des lives et des vidéos sur TikTok comme moi, mais vous pouvez quand même réseauter et vous agrandir votre réseau. Et enfin, je vous disais, Mademoiselle Excel, une chose que j'ai compris aussi par rapport à tout ça, c'est que c'était pas à moi de devenir médiocre, de devenir nulle ou de me rabaisser. Il fallait que je reste excellente, il fallait que je continue à me développer et c'est bien parce que je suis curieuse, parce que j'aime me développer, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime me donner à fond quand je fais les choses et ça c'est super bien. Ça, c'est super utile et donc, il faut le mettre en œuvre. Nalia qui me demande, du coup, je pense que tu parles de ma collègue manager. Oui, forcément, elle était sous-payée parce qu'elle n'avait pas le titre et en plus, elle n'avait pas le salaire. Donc ouais, elle était sous-payée par rapport aux autres directeurs. Elle était mieux payée que nous, forcément, mais puisque de toute façon, elle était dans un poste fictif qui était plus élevé que nous. Mais par contre, elle était sous-payée par rapport aux autres directeurs, très clairement. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais vraiment... La formation Boost à Pay, moi, son tarif officiel, c'est 399 €. Je l'ai pas encore lancé, donc je l'ai lancé vraiment en avant-première sur le pack Athéna. Si vous voulez la prendre, vous avez le lien qui est dans ma bio. Vous regardez dans mes stories, je vous ai mis aussi le lien pour aller passer commande. Sachant que j'ai mis en place ce que j'appelle le challenge Boost à Pay 2024 que je vais lancer. Ça va être un mois au mois de janvier où on va être tous les week-ends en live ensemble dans un groupe privé où je vais vous donner du contenu exclusif et je vais répondre en fait à vos questions. L'idée, c'est qu'il y a énormément de gens qui achètent des formations et qui les suivent pas. Moi, je veux pas du tout que vous fassiez ça avec ma formation. Et donc, dans le challenge, vous allez être avec moi chaque semaine à avancer sur les modules et aussi à me poser les questions qui vous viennent à ce moment-là, à travailler sur vos stratégies personnelles et à mettre en œuvre vraiment les exercices qui seront dans la formation. Donc, voilà pour mon parcours, pour les erreurs que, en tout cas, je pense avoir faites, ou en tout cas les choses que j'avais pas comprises et que je me suis mise à comprendre et qui m'ont permis, en fait, vraiment de faire évoluer ma rémunération, de passer à plus de 3 000 €. Et c'est ce que je disais au tout début. Ça fait partie des salaires des 10% les plus élevés en France, à l'époque en tout cas quand moi j'étais à ce salaire-là. Aujourd'hui je sais pas trop à combien c'est, mais ça a pas dû évoluer énormément. Et en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à venir me voir en DM ou quoi, si vous avez des questions encore sur la formation. De toute façon il y a la page où il y a le programme, etc. N'hésitez pas à me dire. Et puis je vous souhaite une très belle après-midi. J'espère que vous êtes reboostés. Il y avait CCH qui me disait qu'elle avait un entretien annuel. J'espère que tu reviendras nous dire combien ça équivaut. Navici, ça fait combien en brut? Je sais pas, j'ai pas compris ta question. Je sais pas de quoi tu parles. Mais en tout cas, la formation, elle est à 129 € au lieu de 399 € actuellement, si vous choisissez de la prendre. Ça marche? Je vous souhaite une très très belle après-midi. N'hésitez pas, je pense que bientôt je ferai un live FAQ vraiment pile sur la formation s'il y en a que ça intéresse. Navici, j'avais fait un post, si tu veux, va sur le site de l'URSSAF et tu mets salaire brut en net et tu peux faire des simulations comme ça. Mais en brut, ah oui, tu me demandes par rapport à moi. J'étais à 52K en fixe, j'avais 15% de variable. Et du coup, après, j'avais eu une petite augmentation, donc je me souviens plus exactement c'était combien. Mais voilà, donc en gros, j'étais entre... entre 55-60K en brut, en salaire annuel. Je sais pas combien fait le mensuel, faut diviser par 12. Ça marche? Très très belle soirée à tout le monde, après-midi à tout le monde, et puis à bientôt.
Ouais, je comprends, ouais. J'ai compris après coup, Navissi. C'est pour avoir un ordre d'idée. Je comprends. Bah écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, je vous dis à bientôt. De toute façon, vous allez me voir en live tout le temps. Donc, si vous avez envie d'un coup de boost sur votre rémunération, n'hésitez pas à nous suivre. Je suis en live ce soir avec d'autres créatrices de Athéna Academy. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.